Bon, je pense qu'on peut commencer. Mais tout d'abord, bonsoir à tous. Donc nous voilà réunis ce soir pour le premier webinaire organisé par CGP One. Je voudrais avant toute chose faire un petit point technique avec vous. En haut à gauche de votre écran, vous trouverez un petit onglet questions, Q&A, questions. Vous pouvez donc du coup me poser des questions à tout moment pour qu'on puisse échanger ensemble. Et en dessous du Q&A, vous avez Pulse. Pulse étant donc du coup un sondage. Je peux lancer des sondages en direct. Donc merci de répondre à ce sondage quand je vous l'enverrai. D'ailleurs, on va le tester de suite, si vous voulez bien. Je vais vous envoyer le premier. On va voir si tout se passe bien. Donc, est-ce que tout le monde m'entend? Merci de répondre. Bon, a priori, tout est OK, tout le monde m'entend. Et puis un deuxième petit test. Est-ce que vous voyez mon écran où il est indiqué webinaire défiscalisé en 2018? Ça marche. A priori, tout est OK. Donc, très bien. Aujourd'hui, donc on est là pour parler de défiscalisation. Je fais un petit point rapide sur CGP One, qui nous sommes. Nous sommes donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine. Alors, je crois que vous ne voyez pas le bon écran. Si. Nous sommes donc un cabinet de conseil en gestion de patrimoine créé en 2003. Nous avons aujourd'hui des bureaux à Toulouse et en région parisienne. Nous sommes à toujours une quinzaine de personnes au sein du cabinet, dont 8 conseillers qui sont là pour vous accompagner dans vos projets. Nous avons un site internet, gestiondepatrimoine.com. Notre vitrine, on l'utilise aussi bien pour faire connaître notre métier que pour faire connaître le cabinet. Vous pouvez y trouver toutes sortes d'informations, que ce soit techniques ou pratiques, donc n'hésitez surtout pas à aller naviguer sur ce site-là. Nous serions ravis. En quelques mots, notre métier. Il est difficile de connaître, d'appréhender notre métier pour ceux qui n'ont jamais été en contact avec un conseiller en gestion de patrimoine aujourd'hui. Nous avons l'habitude de dire que notre métier se réalise en 3 phases distinctes. Tout d'abord, la notion de conseil, c'est primordial pour nous. Lorsque nous rencontrons un particulier ou un professionnel, nous prenons d'abord le temps de découvrir cette personne à travers ce que nous appelons un bilan patrimonial. Qui est donc la clé de voûte de la relation qui va suivre. Il s'agit d'analyser votre situation, de reprendre vos objectifs et vos moyens. Et en fonction de ces éléments-là, nous serons à même de vous proposer donc, des préconisations. Et vient donc du coup la deuxième phase de notre métier, c'est l'intermédiation. Une fois qu'on aura mis en place la stratégie, une fois qu'on aura décidé de cette stratégie, nous allons pouvoir vous proposer la mise en place de ces solutions, qu'elles soient d'ordre juridique, avec des testaments, des donations, qu'elles soient d'ordre financier, par la mise en place d'un PEA, d'une assurance vie ou d'un compte titre, ou bien immobilière. Exemple, SCPI, location meublée non professionnelle ou Pinel, etc. Et la dernière phase de notre métier, et j'ai envie de dire la primordiale, c'est le suivi. En effet, lorsqu'une stratégie est mise en place, elle n'a de sens que si elle est évolutive. Votre vie va changer, votre situation va changer, la loi va changer. Et si la stratégie que l'on a mise en place ne s'adapte pas à ces changements-là, elle va perdre de son sens. C'est pourquoi il est primordial, il est très important de faire un point très régulier avec nos clients pour pouvoir donc du coup toujours avoir une adéquation entre la stratégie mise en place et la volonté, les souhaits de nos clients. Pour réaliser ce métier, du coup, nous relevons de 3 statuts. Le statut de CIF, conseiller en investissement financier. De ce côté-là, donc nous sommes directement contrôlés par l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ensuite, nous avons donc le statut de courtier en assurance.
nous sommes inscrits donc à l'ORIAS. L'ORIAS doit, en fait, c'est un registre des intermédiaires en assurance, banque et finance. Et l'ORIAS doit vérifier que les intermédiaires remplissent les obligations nécessaires à l'exercice de leur activité. Et enfin, agent immobilier, donc nous avons la carte T pour pouvoir vous proposer des investissements dans l'immobilier. Rentrons dans le vif du sujet, le prélèvement à la source. Nous sommes là aujourd'hui pour faire un point sur vos impôts à partir de janvier 2019, mais surtout de parler de cette année 2018, la fameuse année blanche, année de transition. Juste un petit point au niveau du timing. Le prélèvement à la source, initialement, devait être mis en place au 1er janvier 2018. Mais il y avait apparemment des risques techniques sur la mise en place de ce dispositif. Donc le gouvernement actuel a préféré reporter le prélèvement à la source au 1er janvier 2019. Le mois dernier encore, il y a eu un doute sur cette date, mais plus par crainte de l'impact psychologique sur le pouvoir d'achat des Français que pour des raisons réellement techniques. Le fait est que maintenant c'est sûr, c'est définitif, le prélèvement à la source aura lieu au 1er janvier 2019. Donc à partir de cette date, vous paierez votre impôt sur le revenu et les prélèvements sociaux directement à la source. On va tout d'abord faire un point sur le mécanisme de ce prélèvement à la source et on reprendra ensuite le fonctionnement de l'année blanche et on finira par justement les façons de défiscaliser sur cette fameuse année blanche. Donc le principe de la réforme du prélèvement à la source, c'est uniquement de modifier le mode de recouvrement. C'est-à-dire que le montant de votre impôt, les modalités de calcul de votre impôt restent inchangées. Vous paierez le même montant d'impôt que vous pouviez avoir l'année passée. L'objectif, et d'ailleurs pour ceux qui sont mensualisés et qui ont des revenus plutôt stables, il n'y aura que peu de changements par rapport à ce qu'ils vivent aujourd'hui, puisque concrètement, la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes prélevé sur 10 mensualités, et vous le serez sur 12 à partir, donc les 12 mois à partir du 1er janvier 2019. Par contre, pour ceux qui ont des modifications dans leur façon, donc des revenus qui sont des variations de revenus importantes ou des changements de situation familiale. Par exemple, on peut parler pour les situations familiales d'un mariage, d'une naissance ou d'un décès. Là, le montant va s'adapter immédiatement. Tout comme, et c'est surtout ça qui était important, par exemple le départ à la retraite, où vous aviez vos revenus qui pouvaient diminuer de façon importante, vos revenus diminuent de façon importante, et pourtant vous devez payer un impôt sur le revenu de l'année passée, où vous aviez encore 100% de vos revenus. Donc c'est pour supprimer le décalage dans le temps entre revenus et impôts que ce prélèvement à la source a été mis en place. Comment ça se passe? En fait, tout simplement, peut-on dire, le prélèvement à la source consiste à appliquer un taux au revenu que vous allez percevoir. Ce taux, vous avez dû le recevoir au moment, vous avez dû en être informé au moment de la déclaration de revenus, ou bien, si ce n'était pas indiqué au moment de la déclaration de revenus, il est aujourd'hui affiché sur votre avis d'imposition que vous avez reçu. La formule est assez barbare. Elle est, vous la voyez là en encadré. Il s'agit donc, vous avez au numérateur l'impôt sur le revenu multiplié par des revenus divisé par 1, et vous avez un dénominateur, le total des revenus dans le champ de la réforme. Bon, on peut croire, on a envie de faire confiance à notre administration fiscale pour penser que le taux qui vous a été donné est juste. Ce qui est intéressant de voir dans cette formule, c'est que, comme vous pouvez voir, dans la formule, il est indiqué revenu net dans le champ de la réforme, puisque, en effet, il y a des revenus qui sont dans le champ et d'autres qui restent hors champ de la réforme. C'est par exemple tout ce qui est prélèvement forfaitaire unique, qui est mis en place depuis le 1er janvier 2018 sur tout ce qui est revenu et plus-value de capitaux mobiliers.
des intérêts d'un livret bancaire ou d'un PEL, des dividendes, des choses comme ça, sont soumis au prélèvement forfaitaire unique qui est aujourd'hui de 30%. Donc celui-ci, on le met à part de ce que vous avez, de ce que vous pouvez, de ce que vous aurez à payer, pardon, à la source. Il y a aussi en taux forfaitaire des taux forfaitaires divers et variés, style pour la plus-value immobilière, pour des stocks options, des actions gratuites, des choses comme ça, où il y a des taux forfaitaires, donc on le met à part. Ce qu'on peut voir aussi sur la formule de calcul, c'est qu'il n'y a pas de prise en compte des réductions ou des crédits d'impôt auxquels vous avez droit. D'ailleurs, mais bon, ça nous le verrons plus tard, si je vais vous poser une petite question. Non, pas pour l'instant, je vous la poserai plus tard. Mais voilà, concrètement, voilà, pas de réduction ou de crédit d'impôt. Donc, si vous avez des fortes réductions ou crédit d'impôt, sachez que vous aurez votre taux d'imposition qui ne prendra pas en compte ces réductions d'impôt-là. Donc, il va falloir peut-être faire un effort supplémentaire en début d'année avant que les réductions et crédits d'impôt soient pris en compte au moment. On verra plus tard, je vous ai mis un petit schéma d'un calendrier pour comprendre tout ceci. Et puis, il y a différents taux aussi. Le taux du foyer, le taux individualisé, le taux neutre, etc. Et là, j'ai une petite question pour vous. Qui d'entre vous a opté pour le taux neutre? Ça monte, ça monte. Ah, bon, hein, ça s'équilibre. 26, 73. Allez, 26% ont opté pour le taux neutre, 25% pour le taux neutre et 75% du coup pour le taux calculé par l'administration fiscale. Ceux qui ont choisi le taux neutre, sachez que vous faites partie des 1,5% des personnes qui ont opté pour le taux neutre. Ceci a fait fort débat lorsqu'on a commencé à parler de la mise en place du prélèvement à la source. L'idée, en fait, est de pas, certaines personnes souhaitent ne pas transmettre à leur employeur des données qui leur sont personnelles, du type marié avec des enfants, ou au contraire, moi, voilà, j'ai un époux qui gagne beaucoup d'argent et donc j'ai pas envie que mon employeur voit sur mon taux que mon époux gagne beaucoup d'argent, ou on a beaucoup de revenus fonciers, des choses comme ça. Donc c'était un grand débat initialement. Eh bien, sachez qu'au final, ça fait un peu pchit, puisqu'il n'y a que 1,5% de personnes qui ont opté pour ce taux neutre. Voilà. C'est juste une petite remarque. L'année de transition, cette fameuse année 2018 dont on parle souvent d'année blanche, mais c'est en partie erroné. Alors, pourquoi? L'année blanche, en fait, on dit plutôt que finalement c'est une année grise. Parce que oui, c'est blanc pour certains revenus, les revenus courants, par opposition des revenus exceptionnels. Les revenus courants, ce sont donc les salaires, les revenus des indépendants, les revenus fonciers, les retraites, etc. Tout ce que vous touchez de façon habituelle. Ça, ces revenus-là, perçus en 2018, vont être annulés. Par contre, les revenus exceptionnels, du type une indemnité de retraite, une indemnité de rupture de contrat de travail, enfin des choses qui ne sont pas censées se renouveler annuellement, ces revenus-là vont rester taxés. Donc c'est pour ça qu'on ne peut pas parler d'année blanche. Il y a une partie des revenus qui reste taxée. Toutefois, c'est intéressant de percevoir ces revenus en 2018 et pas en 2019, si on a le choix de les percevoir, puisqu'en fait ils sont taxés au taux moyen, qui est selon les personnes, 10, 20%, etc. Ce revenu moyen est forcément inférieur au taux marginal d'imposition. Si vous aviez reçu ces revenus exceptionnels l'année prochaine, en 2019 ou en 2017, ces revenus auraient été taxés au plus haut, selon le barème, à la tranche, ce qu'on appelle la tranche marginale d'imposition, la tranche la plus haute à laquelle vous êtes taxé. Les tranches sont de 14, de 30, ou de 41% ou de 45%. Les derniers revenus sont taxés de façon les plus élevées. Donc, si vous avez des revenus exceptionnels cette année, ils ne seront pas taxés aux 30 ou 41%, à la tranche la plus haute, mais ils seront taxés sur la globalité du barème.
Donc j'espère que de ce côté-là, c'est clair. De toute façon, si des choses ne sont pas claires, j'ai oublié de vous le dire, vous n'hésitez pas à me poser des questions ou sinon on rentrera en contact plus tard, demain ou dans les jours à venir pour aller plus loin dans le détail. Mais voilà, donc cette année blanche, oui pour les revenus courants, non pour les revenus exceptionnels, mais quand même intéressante d'un point de vue fiscal, même sur ces revenus exceptionnels. Pour vous expliquer l'annulation de ces revenus courants, voilà à peu près à quoi va ressembler un avis d'imposition, l'avis d'imposition que peut recevoir une personne qui a des revenus uniquement courants. Ah, j'ai une question, excusez-moi. Rupture conventionnelle, revenu courant ou exceptionnel? A priori exceptionnel. Sur la partie, alors quand vous avez une rupture conventionnelle, il y a une partie de votre indemnité qui est non imposable et une partie qui est imposable. La non imposable reste imposable, mais par contre sur la partie qui est imposable, cela fera partie des revenus exceptionnels. Voilà. Donc du coup, pour l'annulation des revenus courants, voilà à quoi va ressembler un avis d'imposition. Comme vous pouvez le voir, on a là des salaires de façon classique, hein. Monsieur, madame, on a quelques revenus fonciers et ces revenus-là donnent un impôt sur le revenu de 12 812 €. Eh bien, en fait, votre avis d'imposition pour les revenus 2018 va être de la même façon. Si vous avez uniquement des revenus courants, vous aurez un impôt, 12 812 € qui va être calculé, mais en dessous, vous aurez du coup le crédit d'impôt de modernisation du recouvrement, le CIMR, j'en reparlerai plus tard, donc notez CIMR, c'est le crédit d'impôt qui va annuler votre impôt sur les revenus courants, qui est donc du même montant que l'impôt que vous devriez. Au global, montant de votre impôt pour sur les revenus 2018, 0. Ok, donc à partir de là, le législateur a prévu des dispositifs dits anti-optimisation. Parce que comme donc on l'a vu, il est possible, on va annuler les revenus courants. Donc des personnes qui avaient des charges prévues. Typiquement, j'ai des revenus fonciers et j'ai des travaux à faire. Ces travaux, je voulais les faire en 2018, mais bon, vu que mon revenu foncier est annulé en 2018, je vais préférer le décaler sur 2019. C'est une bonne idée à la base, hein, mais voilà. On a cette mesure d'anti-optimisation qui font que toutes les charges pour les revenus fonciers qu'on appelle pilotables, c'est-à-dire que les travaux non urgents que l'on peut, pour lesquels on peut choisir la date de réalisation et de paiement. Si vous décalez ces travaux non urgents, si vous n'en faites pas en 2018 et que vous faites tout en 2019, sachez que sur 2019, vous ne pourrez déduire que la moyenne de ces charges que vous aurez à réaliser sur 2018 et 2019. 2018, j'ai 0 € de travaux. 2019, j'ai 10 000 € de travaux. Eh bien, je ne déduirai en 2019 que la moyenne, donc uniquement 5 000 € de travaux. On me demande ce qu'il en est des revenus immobiliers et de la déduction des travaux. Je crois que je suis en train d'y répondre. Et on va aller un petit peu plus loin dans le détail après. Donc ça, c'est les mesures anti-optimisation. Voilà. Par contre, sachez que les charges récurrentes, intérêts d'emprunt, assurance, frais de gestion, ce que vous payez de façon assez classique, resteront entièrement déductibles en 2019. Il y a, voilà. En gros, c'est vraiment l'histoire des travaux que l'on pourra, pour lesquels, voilà, on fera une moyenne entre 2018 et 2019. On parlera plus tard des gros travaux pour lesquels il y a un traitement un peu différent. Pareil pour l'épargne retraite. L'épargne retraite, c'est j'ai 50 000 € de revenus, j'ai l'habitude de verser 5 000 € sur mon plan d'épargne retraite. Ces 5 000 €, généralement, je les déduis de mon revenu imposable. Donc, au lieu d'être fiscalisé sur 50 000 €, je ne suis fiscalisé que sur 45 000 €. Là, pareil, cette année, peu importe que je sois fiscalisé sur 50 ou sur 45, puisque de toute façon, mon impôt va être annulé. Donc, tentation de reporter l'ensemble des cotisations que j'aurais versées en 2018 en 2019. Là, pareil, dispositif anti-optimisation. Si j'ai versé 5 000 € en 2017, 0 en 2018 et 5 000 € en 2019,
Eh bien, voilà, pareil, on prendra la moyenne de ce qui a été versé en 2018 et en 2019 pour calculer le déductible de ce qui a été versé en 2019. Par contre, donc là, on parlait jusque-là des déductions, c'est-à-dire des charges qui viennent diminuer le revenu imposable. Pour tout ce qui est par contre réduction et crédit d'impôt, la mise en place du prélèvement à la source n'avait pas pour but de pénaliser les investisseurs. Les réductions et crédits d'impôt garderont donc toute leur efficacité. Certaines, donc les réductions et crédits, elles viendront augmenter le CIMR, qu'on a vu tout à l'heure, crédit d'impôt, modernité et recouvrement. Certaines de ces réductions d'impôt feront l'objet d'un acompte en janvier 2019 à hauteur de 60% et le solde sera versé en septembre 2019. En fait, aujourd'hui, l'administration fiscale, elle a à sa connaissance quoi? Uniquement votre déclaration des revenus 2017. Donc, elle va se baser là-dessus. En 2017, j'avais un salarié à domicile pour 4 000 euros. 4 000 euros de salarié à domicile. Ça fait partie des réductions d'impôts qui ouvrent droit à un acompte. Donc, du coup, je vais percevoir 60%. Donc, mes 4 000 euros de salarié à domicile m'ouvrent droit à 2 000 euros de réduction d'impôt. Bien sûr, ces 2 000 euros de réduction d'impôt, il y a 60% qui vont m'être restitués en janvier 2019. Donc, 1 200 euros vont m'être restitués en janvier 2019. Et le delta, en août-septembre 2019, selon le calendrier qui sera définitivement convenu, mais le delta sera remboursé en septembre 2019 avec la connaissance exacte de ce qui vous est dû, puisque entre-temps, vous aurez fait votre déclaration des revenus 2018. Oui, en mai 2019. Donc du coup, voilà. Donc si on regarde le schéma, cette année, vous avez fait votre déclaration de revenus 2017. Vous avez votre investissement ou votre salarié à domicile en 2018, mise en place du prélèvement à la source, un acompte de 60% qui est basé sur la déclaration des revenus 2017, vous faites votre déclaration 2018 et du coup vous avez le solde ou une restitution éventuelle de la réduction d'impôt à laquelle vous avez droit sur les revenus, sur ce que vous avez fait en 2018. Voilà. Alors, on me pose des questions sur du Girardin industriel, sur des FIP et sur du Girardin industriel. Donc ça, je le verrai plus tard. Les FIP et FCPI, pas d'acompte prévu en janvier 2019. Ça ne fait pas partie des réductions d'impôts qui sont prévues pour l'acompte. Bon, sachant qu'on n'a pas encore un décret définitif sur celles qui sont prévues, mais a priori, tout ce qui est défiscalisation immobilière, dont salariés à domicile, frais de garde de jeunes enfants. Pour l'instant, c'est la liste que nous avons sur les réductions d'impôts qui donneront lieu à cet acompte. Et le Girardin industriel non plus pas d'acompte. Donc, la question maintenant, c'est bien sûr comment est-ce que je peux défiscaliser en 2018. On a vu, les déductions ne sont pas prises en compte, les réductions sont prises en compte. Ça, c'est le grand principe, on va aller dans le détail. D'ailleurs, petite question, petit sondage. Avez-vous déjà prévu une défiscalisation pour 2018, quelle qu'elle soit? 50-50, c'est voulu. 42-57, oui, non, 1. Allez, 41-58. Alors, la majorité n'a pas encore prévu de défiscalisation. Vous êtes à peu près 60% à ne pas avoir prévu de défiscalisation et 40% à en avoir prévu une. Bon, on va voir si ceux qui l'ont fait ont choisi la bonne. Alors, on va commencer. Donc tout d'abord, petit préambule, toutes les solutions proposées là dans les slides qui vont suivre comprennent bien sûr une part de risque comme tout investissement. Donc c'est évident, mais c'est néanmoins important à signaler. Voilà, donc on peut avoir des risques immobiliers, donc
Un risque immobilier, c'est quoi? C'est un revenu ou un capital qui ne sont pas garantis, une liquidité qui est limitée, et comprendre que c'est un placement long terme. Pour tout ce qui est financier, pareil, capital non garanti, liquidité limitée. Et puis pour le risque fiscal, il faut absolument, du coup, suivre les obligations légales qui sont indiquées dans le dispositif pour pouvoir conserver ces avantages fiscaux. Et puis, on n'est pas à l'abri d'une évolution législative. Exemple, je défiscalise sur de l'immobilier. Aujourd'hui, je connais ma plus-value, le montant de ma plus-value, comment on calcule la plus-value et à combien elle est imposée. Tout ceci peut changer, bien évidemment, selon les desiderata de notre législateur. Donc, les dispositifs à éviter. On l'a compris, les déductions. C'est donc, par exemple, le PERP et le Madelin. Comme je le disais, rien ne sert de diminuer un revenu qui n'est pas fiscalisé. Donc, il faut, au mieux, éviter des versements en 2018 et 2019. Mais, pour ceux qui souhaitent quand même, parce que sinon, si vous versez en 2019, vous l'avez compris, ça ne sera que la moyenne qui sera prise en compte, la moyenne de 2018 et de 2019 qui sera prise en compte pour votre déductibilité fiscale. Par contre, si vous n'avez jamais souscrit ou si vous n'avez pas versé sur votre plan d'épargne retraite en 2017, eh bien sachez que si vous n'avez pas versé en 2017, si vous n'avez pas versé en 2018, vous pourrez bénéficier en 2019 d'une déduction à 100% de vos versements. Donc ça c'est important. Et du coup, cette mesure-là, on peut s'en servir quand c'est un couple donc, qui est soumis au même foyer fiscal, puisque donc dans ces cas-là, si un des deux conjoints, imaginons, c'est madame qui faisait des versements sur un PERP tous les ans, elle ne verse pas en 2018, elle ne verse pas en 2019, mais par contre, monsieur n'ayant jamais versé, n'ayant jamais ouvert un PERP en 2019, n'ayant jamais ouvert un PERP, en 2019, il a intérêt pour lui d'ouvrir ce PERP-là, et comme ça lui permet de bénéficier d'une déduction en 2019 à 100%. Voilà. De la même façon, il est possible d'articuler entre le PERP et le Madelin. J'ai versé une année sur le PERP, peut-être que je pourrais verser sur mon Madelin l'année suivante, des choses comme ça. Donc ça, c'est à étudier au cas par cas. Mais le principe est là. On en revient aux travaux pour la personne qui m'a posé une question tout à l'heure sur les travaux. Donc là, on va aller dans le détail. Comme je disais tout à l'heure, en principe, on évite les déductions, donc on évite les travaux. En fait, on évite les petits travaux pour 2018 et 2019. Sauf travaux d'urgence qui seront défiscalisés, qui seront déduits en totalité. Donc, spécificité pour les travaux d'urgence, vous pourrez les déduire toutefois en 2019 en totalité. Par contre, pour les gros travaux, les gros travaux, il peut y avoir un intérêt, et il y a un intérêt même supérieur à une année classique. Si ces travaux sont supérieurs à 2 fois les revenus fonciers net imposables que vous aviez, plus 2 fois 10 700 €. Donc là, on rentre dans quelque chose d'un peu complexe avec des chiffres. Donc n'hésitez pas, avec le module question, à m'arrêter si jamais ça va trop vite, je prendrai le temps de revenir. Et si c'est trop compliqué, pareil, on en reparlera plus tard. Mais l'idée, c'est, on imagine une personne qui a un revenu foncier imposable de 9 300 €. Elle souhaite réaliser des travaux en 2018 de 50 000 €. En 2018, cette personne pourra déduire, donc, sur les revenus 2018, 9 300 €. Plus 10 700 €, puisque ce déficit-là, on peut, ah oui, je reviens sur la base, peut-être je suis allée un peu vite, lorsqu'on a des travaux, on a une partie, si on a dépassé le revenu imposable, donc là en l'occurrence, on est au-delà de 9 300 €. La partie supérieure est déductible du revenu global à hauteur de 10 700 €, et le surplus est reporté dans le temps sur les autres revenus fonciers, sur les prochains revenus fonciers. Je reprends cet exemple-là. On imagine que cette personne-là a 9 300 €. Sur une année classique, elle fait des travaux, elle va annuler les 9 300 € par ses travaux.
Donc, et elle va aller jusqu'à 10 700 € qui vont venir diminuer son revenu global professionnel, par exemple. Les 10 700 € vont venir s'imputer sur son revenu professionnel. Et le delta, le surplus, elle le garde en stock pour les années prochaines et elle pourra du coup piocher dans ce déficit reportable, qu'on appelle un déficit reportable, pour pouvoir venir gommer les revenus fonciers futurs. Et bien en fait, sur l'année 2018, si vous faites ça, 9 300 €, et vous déduisez en 2018 9 300 €, vous annulez vos revenus fonciers, et vous avez 10 700 €. Donc vous utilisez 20 000 € sur la totalité de vos travaux. La base des revenus est faite par bien ou est-ce l'ensemble j'ai une question, ou est-ce l'ensemble des revenus fonciers? L'ensemble des revenus fonciers. Là, on prend le revenu foncier net imposable global. Donc, du coup, on a utilisé pour l'année 2018 20 000 € qui auront été annulés par la mise en place du crédit d'impôt modernité, puisque là, sur 2018, c'est annulé. Mais on conserve un déficit reportable. J'ai utilisé que 20 000 € sur les 50 000 € de travaux. Donc, je mets de côté, dans ma poche déficit reportable, 30 000 €. L'année suivante, comment ça va se passer? En 2019, j'aurai quoi? J'aurai ma moyenne, donc 50 000 € de travaux 2018-2019, je prends ma moyenne, donc 25 000 € de travaux, plus le déficit reportable. Donc en fait, au final, en 2019, j'aurai une déduction fiscale de 55 000 € pour en fait finalement avoir fait que 50 000 € de travaux. Et ces 55 000 € de travaux, donc on annulera les revenus fonciers de 2019, on annulera 10 700 € de revenu global et le surplus, je le décalerai dans le temps en revenu foncier reportable. Donc, oui, il est intéressant de faire des travaux si ceux-ci sont vraiment importants. Voilà. En pratiquant, par exemple, si vous souhaitez utiliser une défiscalisation par le biais des travaux, c'est ce qu'on appelle du déficit foncier, faire une opération de déficit foncier où vous allez acheter volontairement un bien où il y aura tout à refaire, l'idée c'est ça, où vous aurez presque autant de travaux que d'achat ou plus de biens immobiliers en soi. Donc là, je vous ai mis l'exemple, par exemple, d'une SCPI en déficit foncier, parce que problématique, on le verra plus tard, si vous achetez un bien aujourd'hui, on est le 11 octobre, il va falloir faire très très vite. Si vous avez, soit c'est déjà dans les tuyaux, soit ça va être très compliqué pour se tenir jusqu'au 31 décembre 2018. Donc du coup, vous avez la possibilité de souscrire à ce qu'on appelle des SCPI. Les SCPI, c'est les sociétés civiles de placement dans l'immobilier. C'est grosso modo une SCI, mais puissance 1000. Donc vous allez être des centaines d'investisseurs. Et donc la société, la SCPI, va elle acheter et faire les travaux sur l'immobilier. Là, en l'occurrence, on se base uniquement sur les chiffres. J'ai pris un exemple de SCPI de déficit foncier. Dans cette SCPI, elle vous dit, si vous souscrivez pour 92 500 €, sachant que la part est à 500 €, 92 500 €, vous avez à l'intérieur 54% de travaux, donc 49 950 € que vous pouvez déduire. On fait le même calcul que tout à l'heure. On a une déduction de 20 000 € qui est effacée et on a un report de 29 950. Donc au final, j'ai souscrit 92 500 € de déficit de SCPI et j'ai un gain j'ai une déduction de 54 925 €, soit un gain fiscal à venir si j'ai une tranche à 41%, puisque ces travaux vont venir s'imputer sur mes revenus fonciers de quasiment 32 000 €. Donc un tiers, grosso modo, de la souscription en gain d'impôt. Donc ce qu'il faut privilégier aujourd'hui, c'est quoi? C'est les réductions et les crédits d'impôt. Puisque vous l'avez vu, ça, on vous le restitue. Soit, en effet, ça vient augmenter le montant du crédit d'impôt qui sera remboursé, soit ça viendra gommer les revenus exceptionnels que vous avez pu avoir sur l'année 2018 et qui restent imposés.
Ok. J'ai une question. Répartition de travaux et prix de revient. Je pourrais y revenir indépendamment puisqu'il faut qu'on avance un petit peu. Alors, juste à noter, pour les réductions et crédits d'impôt, attention, c'est pas parce qu'on est sur une année blanche que le plafonnement des niches fiscales ne fonctionne pas. Si vous dépassez globalement le plafond des niches fiscales de 10 000 euros, sauf exception, si vous dépassez ces 10 000 euros de réduction d'impôt, mis à part le CIMR, que l'on ne compte pas, vous serez plafonné. Donc vous allez perdre de la réduction d'impôt à laquelle vous auriez normalement droit. À titre d'exemple, je reprends mon exemple de tout à l'heure où on avait uniquement on avait des salaires, des revenus fonciers, que des revenus courants. On avait un impôt sur le revenu de 12 800 euros. Et finalement, le revenu foncier que l'on voit là, il était lié à un Pinel que ce foyer a fait, qui nous ouvrait droit à 2 400 euros de réduction d'impôt. Eh bien, on voit que donc le CIMR annule le montant de l'impôt soumis au barème et que la réduction d'impôt, eh bien, elle est tout simplement remboursée en septembre 2019. Donc, ces personnes qui ont fait la réduction d'impôt ne perdront pas le bénéfice de leur avantage fiscal. En défiscalisation immobilière, il y a quoi aujourd'hui qui ouvre droit à une réduction d'impôt? Il y a le Pinel, le Malraux, le Censi-Bouvard ou le Pinel Outre-mer. Comme je disais tout à l'heure, ces lois de défiscalisation, elles pourront être utilisées sur 2018 à condition toutefois qu'il y ait une livraison en 2018. Donc pareil, si jamais vous n'avez pas encore, si ce n'est pas encore dans les tuyaux, vous ne pourrez pas, matériellement parlant, réaliser un achat et une livraison avant 2018, sauf grandes exceptions. Donc, on peut se retourner par contre sur les SCPI fiscales, puisque là, pas d'histoire de livraison, c'est au moment de la souscription que vous avez droit à l'avantage fiscal. Les SCPI, donc si je reprends les dispositifs qui ouvrent droit, qui sont aujourd'hui disponibles en SCPI, il y a la loi Pinel. Loi Pinel, c'est la défiscalisation entre guillemets classique de l'immobilier. On achète un bien que l'on loue à usage d'habitation. Donc c'est de l'immobilier neuf. On a un plafonnement des loyers et les zones géographiques sont déterminées. Attention, la zone C est exclue. Et on s'engage à louer pendant au minimum 6 ans et on peut aller jusqu'à 12 ans. La réduction d'impôt est de 12% si on est sur 6 ans, 18% sur 9 ans et 21% sur 12 ans. Dans les faits, une SCPI de Pinel, ça donne ça. Vous souscrivez 50 000 euros, par exemple. Là, pareil, là, le prix de la part est en 500 euros. Vous souscrivez 50 000 euros de SCPI. Eh bien, vous aurez, sur les 9 premières années, vous aurez 1 000 euros de réduction d'impôt, 2% du montant investi de réduction d'impôt. Sur les 3 années suivantes, vous aurez 1% de réduction d'impôt pour arriver au global à 21% de réduction d'impôt. J'ai investi 50 000, j'ai 10 500 de réduction d'impôt au bout de 12 ans. Au niveau de la défiscalisation immobilière, il y a encore aussi la loi Malraux. Là, on achète des biens dans des zones protégées, c'est des centres-villes généralement protégés. On réalise des travaux, des gros travaux pour restauration complète. Engagement de location de 9 ans. La réduction d'impôt est de 30% du montant des travaux. Attention, c'est du montant des travaux. J'achète un bien 100 000, j'achète un bien 50 000, il y a 50 000 euros de travaux. Ma réduction d'impôt, c'est 30% sur 50 000, 15 000 euros. En application, pareil, sur des SCPI Malraux, on imagine une SCPI, donc on souscrit 30 000 euros, pardon. La cote-part de travaux sur ces 30 000 euros est de 18 000 euros. J'ai droit à une réduction d'impôt la première année, et uniquement la première année, par contre, contrairement au Pinel, de 5 400 euros. Donc, on a une réduction d'impôt de 18% du montant de la souscription. J'ai pas mal de questions qui arrivent. J'y répondrai individuellement. Il faut qu'on avance, j'en suis navrée. Mais je prendrai le temps après. On a vu l'immobilier. En financier, qu'est-ce qui nous reste de disponible? On a tout ce qui est investissement dans des PME, des FIP ou des FCPI.
C'est un investissement direct dans l'économie, au capital d'entreprise qui répondent à certains critères de taille, de secteur d'activité, de nombre de salariés, etc. Et la réduction d'impôt est de 18% du montant investi et 38% si les entreprises sont en cours. Le blocage de cette souscription, c'est entre 8 et 10 ans selon les fonds. Et ça rentre dans le plafonnement des niches fiscales. Donc, exemple, j'ai 10 000 euros, j'investis 10 000 euros, j'ai droit à 1 800 euros de réduction d'impôt. Mon argent est investi entre 8 et 10 ans. Au bout de 10 ans, je sors avec plus ou moins value sur ces 10 000 euros. Les SOFICA, le même principe à peu près que les FIP FCPI, mais là, les entreprises sont directement liées au cinéma. C'est une petite spécificité. Et on a une réduction d'impôt qui peut aller entre 30 et 48% du montant investi. Là, identique, on a un blocage de 10 ans. J'investis 10 000 euros, j'ai 3 000 euros de réduction d'impôt. Au bout de 10 ans, je récupère mes 10 000 euros avec plus ou moins value en fonction de la rentabilité, donc de mon investissement. Et puis ensuite, nous avons donc le Girardin industriel. Je vous ai mis un petit schéma. L'idée, c'est, je suis un investisseur particulier. Je souscris donc à un Girardin industriel. C'est-à-dire que mon argent va être investi dans une SAS. Cette SAS va utiliser l'argent que j'ai investi et elle va également faire un prêt bancaire qui va lui permettre d'acheter ce qu'on appelle des biens industriels, des biens productifs. Dans les dom-tom, on est là dans les dom-com, pardon. Donc sur l'outre-mer. On achète ce matériel, ça peut être un tracteur, ça peut être un four à pain pour un boulanger, ça peut être des poules pondeuses pour un agriculteur. L'essentiel, c'est que ce soit des entreprises qui soient situées en outre-mer et qui aient une activité productive. Donc la liste est définie. Grâce à cet investissement-là, j'ai droit à une réduction d'impôt. Cette réduction d'impôt, j'investis 10 000 euros, la réduction d'impôt à laquelle j'aurai droit est de 12 500 euros. Je gagne 2 500 euros en l'espace de 1 an. Sachant que la réduction d'impôt peut aller jusqu'à 130% du montant investi. C'est ce qu'on appelle un investissement one-shot, c'est-à-dire que je paie en quelque sorte mon impôt en avance. Je mets 10 000 euros en octobre 2018, j'ai droit à 12 500 euros en septembre 2019. Donc, soit une rentabilité de 25%. Juste là, oui, je réponds juste à cette question. Quand on parle de SAS, pour mutualiser, diversifier le risque, parce que là aussi, particularité, même si cet investissement est one shot, c'est-à-dire que j'investis et je retourne sur investissement en 1 an, pour conserver, à avoir droit à cet avantage fiscal pour ne pas être requalifié, les biens achetés doivent être loués pendant 5 ans. Donc, il est très important de sélectionner les opérations qui sont réalisées et surtout donc les partenaires avec lesquels les monteurs de ce type d'opération. Et si jamais, je reprends mon exemple tout à l'heure, si mon boulanger fait faillite, mon four à pain, il est difficile de le recaser. Aussi bien un tracteur, je peux le recaser à un autre agriculteur ou à une autre personne qui a le même type d'activité. Un boulanger, un four à pain, c'est peut-être difficile de trouver repreneur pour la location de ce matériel. Donc, pour éviter d'avoir un redressement sur cette opération-là, si jamais mon boulanger fait faillite, eh bien, on va mutualiser les investissements. C'est-à-dire que je ne vais pas investir dans une SAS qui va acheter un seul four à pain, mais je vais investir dans plusieurs SAS qui, elles, vont acheter chacune plusieurs biens différents. Comme ça, si mon boulanger il ne représente que 5% de mon investissement, eh bien oui, j'aurais peut-être perdu 5% de ma réduction d'impôt. Voilà. Autre particularité sur le Girardin industriel qui n'est pas négligeable, c'est qu'on est sur un plafonnement des niches fiscales qui est totalement différent. Tout à l'heure, je vous disais, attention, vos réductions d'impôt, elles ne peuvent pas être en principe supérieures à 10 000 euros. Là, avec le Girardin industriel, des mécanismes un peu complexes, je ne vais pas prendre le temps de vous expliquer là, mais on peut aller jusqu'à des réductions d'impôt allant jusqu'à quasiment 53 000 euros.
Donc pour les grosses fiscalités, c'est un dispositif qui est totalement adapté. Voilà. Donc, dans les faits, je reprends mon exemple toujours de mes mêmes personnes qui ont toujours leurs 12 800 euros d'impôt sur le revenu. Elles investissent 10 000 euros. Elles sont là, octobre 2019, elles font un investissement de 10 000 euros. Elles ont droit du coup à une réduction d'impôt de 12 500 euros. Donc, on a l'annulation de l'impôt sur le revenu par le CNIMR et la réduction d'impôt qui leur est remboursée en septembre 2019 à hauteur de 12 500 euros. Donc, ces personnes qui ont investi 10 000 euros en octobre 2018 gagnent 2 500 euros en l'espace de 1 an. On a un gain de 25% en l'espace de 1 an. Voilà. Est-ce que tout est clair? Petite question, petit sondage. Est-ce que je vous ai perdu dans les chiffres ou tout est bon pour vous? Soyez honnête. Pas mal. Allez, vous avez quasiment tous tout compris. Il y a une personne noyée. Cette personne noyée, n'hésitez pas. Vous me recontactez en suivant et on verra du coup si je peux être plus claire lors d'une prochaine explication individuelle. En conclusion, donc, l'épargne retraite. L'épargne retraite, non pour 2018. 2019, oui, sous certaines conditions, si j'ai pas souscrit en 2017, etc. Les petits travaux, non. Si on peut les décaler, on les décale. Tout ce qui est SCPI de défiscalisation, donc le déficit foncier, le Malraux, le Pinel, oui, je peux le faire en 2018, en 2019. L'immobilier de défiscalisation en direct, donc le Pinel, le Malraux, etc., en direct, on oublie, c'est beaucoup trop tard aujourd'hui. Tout ce qui est FIP, FCPI, Sofica, oui pour 2018, c'est une réduction d'impôt. Et pour le Girardin, oui, bien sûr, 2018, c'est une année pour laquelle le Girardin est totalement adapté. Voilà. Alors, des questions. On a peut-être un petit peu de temps encore. Donc, des questions. Là, je suis prête à y répondre si c'est... alors, je regarde s'il y en a certaines qui ont apparu. Comment se passe la sortie de la SCPI Pinel, valorisation? Il y a pour la SCPI Pinel, c'est de la plus-value immobilière classique. Vous avez acheté pour 10 000 euros de SCPI. Si il y a eu revalorisation, si vos 10 000 euros sont devenus 12 000 euros, eh bien, vous êtes fiscalisé sur la plus-value à hauteur de 2 000 euros. Donc, c'est 2 000 euros, donc c'est aujourd'hui une taxation de 19% plus 17,2% de prélèvements sociaux. Quant à la valorisation des SCPI, pareil, une SCPI, on a un principe de mutualisation. Il n'y a pas qu'un seul bien qui est acheté, il y en a plusieurs dizaines. Souvent, et c'est l'avantage des SCPI de défiscalisation, c'est qu'elles achètent, par exemple, si on prend du Pinel, elles peuvent acheter en lot plusieurs appartements dans une seule résidence, ce qui leur permet d'avoir un prix à l'achat décoté pour le promoteur. Elles ont un pouvoir de négociation qui est plus important. Et par contre, après, elles vont revendre à la découpe. Donc, il est fort possible qu'elles puissent revendre de façon plus intéressante. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Pour les primes exceptionnelles, comment ça se passe? Alors, pour les primes exceptionnelles, donc du coup, tout dépend si ces primes sont prévues dans votre contrat de travail ou pas. Si c'est vraiment des primes exceptionnelles, elles ne sont pas prévues, c'est pas des primes de performance ou de réalisation d'objectifs, des choses comme ça. Si ce n'est pas ce genre de primes-là, en effet,
ces primes sont des revenus exceptionnels et dans ces cas-là, vous êtes taxé au taux moyen qui est donc du coup, grosso modo, hein, je vous le fais rapidement, pareil on peut voir exactement ces éléments-là, mais c'est grosso modo le montant de votre impôt s'il n'y avait pas eu le prélèvement à la source, donc le montant de l'impôt soumis au barème, divisé par le montant de vos revenus. Ça, c'est le taux moyen, et c'est ce taux moyen qui sera appliqué pour les primes exceptionnelles. Donc, comme je disais tout à l'heure, c'est aussi une année où on peut avoir des primes exceptionnelles. Ça ne gêne pas, vous serez moins fiscalisé en 2018 que si ces primes, vous les aviez touchées en 2017 ou en 2019. Voilà, alors il y en a pas mal qui arrivent. Existe-t-il des dispositifs de défiscalisation d'IFI? Oui, mais de moins en moins. C'est pas le sujet aujourd'hui, donc je vais me permettre de répondre à d'autres questions. J'ai acheté un immeuble fin 2017 qui nécessitait des travaux pour être mis en location. Donc du coup, ces travaux ont été réalisés en 2017 ou 2018. Est-ce que monsieur, vous pouvez me répondre sur l'immeuble fin 2017? Vous avez fait les travaux, ah oui non, fin 2017, donc vous avez fait les travaux en 2018. Là, peut-être que vous pouvez bénéficier justement de ce des gros travaux dont je parlais. Si les travaux que vous avez réalisés sont supérieurs à 2 fois votre revenu foncier actuel, plus 2 fois 10 700 euros, vous pouvez avoir un gain intéressant de par la démonstration que je vous ai fait tout à l'heure de la moyenne. Alors, merci. Et si c'est basé sur les performances... Ah, les primes exceptionnelles. Je reviens sur les primes exceptionnelles. Si c'est basé sur les performances et que il est précisé dans votre contrat de travail que vous avez droit à des primes dues à vos performances, ce ne sont pas des primes exceptionnelles. Vous ne serez pas, vous aurez droit au crédit d'impôt modernité, CIMR, sur les revenus courants. Question simple. Pour les retardataires, est-ce qu'il y a accès à la présentation? Oui, vous pourrez avoir ceci. On vous transmettra un lien pour pouvoir revoir la présentation. Alors, j'ai acheté un immeuble insalubre dans une zone B1 pour lequel je voulais faire un Pinel ancien réhabilité. Oui. Donc là, et tous les éléments du second œuvre, c'est possible. Oui, tout à fait. Si vous rentrez en effet dans les caractéristiques du Pinel réhabilité, c'est en gros, c'était un bien qui ne pouvait pas être mis en location. Je fais les travaux qui nécessitent d'être mis qui permettent de le mettre en location. Donc dans ces cas-là, on s'est assimilé finalement à du neuf, juridiquement parlant pour le Pinel. Donc du coup, vous avez droit à votre réduction d'impôt Pinel si donc du coup vous avez la mise en place de votre si la livraison, si la location peut être actée dès cette année. Quid du déficit foncier que j'utilise chaque année pour effacer mes revenus fonciers? Je les utilise cette année aussi. Eh bien voilà, cette année vous allez perdre finalement l'intérêt de votre stock de déficit foncier reportable. Si vous aviez prenons des chiffres. Si vous aviez 20 000 euros de déficit foncier reportable et que vous avez 10 000 euros de revenus fonciers tous les ans, annuels, eh bien, l'année 2018 va être perdante pour vous puisque vous allez gommer, vous allez utiliser 10 000 euros de votre stock de 20 000 euros, vous allez utiliser 10 000 euros pour annuler votre revenu foncier et donc du coup, vous allez perdre en effet du déficit foncier reportable. Voilà, d'autres questions? Certaines sont assez précises, donc là, je pense que je répondrai individuellement.
Bon, pas de nouvelles questions, donc a priori tout est bon. De toute façon, voilà, nos conseillers étudieront avec vous la solution qui vous correspond le mieux. Puisqu'on a vu, il y en a un certain nombre, hein, certaines sont particulières, hein, nécessitent d'étudier votre situation. On voit par exemple avec les questions qu'on a eues sur les travaux, les déficits, donc c'était vraiment au cas par cas. Donc du coup, n'hésitez pas à contacter soit votre CGP habituel de chez CGP One, si vous faites partie déjà des clients de CGP One. Sinon, n'hésitez pas à envoyer un mail avec vos coordonnées à charles@gestiondepatrimoine.com ou plus simplement à nous appeler au 05 61 52 17 01. Bon, je pense que c'est bon. Ah oui, si, pardon. Autre numéro de téléphone pour ceux qui sont en région parisienne, excusez-moi, je l'ai oublié et je me fais taper sur les doigts. Le 01 45 14 80 34, donc que je mettrai bien sûr à votre disposition ce numéro quand vous le souhaitez et je rectifierai pardon, ce slide, donc comme ça vous aurez le numéro de téléphone du bureau en région parisienne. Voilà. Très bien. Bon, mais j'espère que ce premier webinaire vous a satisfait et a répondu à vos questions. Comme je vous le disais, n'hésitez pas à nous recontacter pour que l'on voit votre situation personnelle plus en détail et voir quelles sont vos possibilités pour les 2 mois et demi qui restent avant la fin de l'année 2018. Je vous souhaite, aussi autre chose, si si euh, ce webinaire a répondu à vos attentes, n'hésitez pas à nous en faire part. Nous allons en faire d'autres certainement par la suite et éventuellement du coup si vous pouvez nous donner quelques thèmes qui vous concernent, que vous trouveriez intéressant de traiter, n'hésitez pas à nous le demander et on essaiera de s'adapter du coup à vos souhaits. Voilà, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne soirée et certainement à une prochaine fois. Merci, au revoir.